50 invités regardèrent en silence mon mari me traîner sur le sol en marbre de notre maison le jour de notre 5e anniversaire. Grant me poussa sur le porche froid et me dit de sortir. Je grelottais et j'étais humilié jusqu'à ce qu'une élégante berline noire s'arrête brusquement dans l'allée. Un homme plus âgé et imposant sortit, regarda au-delà de Grant, et figea toute la fête lorsqu'il déclara « Elle est à moi ». Mon nom est Callie Carter, et la dernière chose dont je me souviens avant que ma vie ne s'effondre était la chaleur de la main de mon mari dans le bas de mon dos. C'était un geste d'affection, du moins je le pensais, alors que nous posions pour le photographe engagé pour documenter notre 5e anniversaire. C'était il y a 30 minutes. Maintenant, cette même main était serrée autour de mon bras avec une force qui coupait ma circulation, me traînant sur le sol en marbre poli de notre salon comme si j'étais un sac de déchets indésirables. La transformation fut si soudaine, si violente, que mon cerveau ne pouvait pas traiter les données qu'il recevait. J'ai trébuché dans mes talons, mes genoux s'entrechoquant alors que Grant me tirait vers l'avant avec un élan terrifiant et silencieux. La pièce n'était qu'un flou de lumière dorée et de tissus coûteux. Nous étions entourés de 50 des personnes les plus influentes de Cedar Ridge, des gens qui portaient un toast à notre bonheur éternel il y a moins d'une heure. L'air sentait encore le parfum cher et le canard rôti, mais l'atmosphère était passée de la célébration à un vide étouffant et horrifié. Grant ne me regardait pas. Son profil était dur, sa mâchoire fixée en une ligne de granit que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas l'homme qui m'avait acheté des fleurs hier, c'était un étranger portant le costume sur mesure de mon mari. « Grant, tu me fais mal », ai-je essayé de dire, mais les mots se sont coincés dans ma gorge, ne sortant que sous la forme d'un souffle pathétique et haletant. J'ai essayé de planter mes talons dans l'épais tapis perçant pour nous ralentir, pour m'offrir une seconde de réflexion, mais il était plus fort, alimenté par une adrénaline qui semblait froide et exercée. La conversation dans la pièce s'est éteinte instantanément. C'était comme si quelqu'un avait coupé le courant d'une chaîne stéréo. Le seul son était le staccato sec de mes talons raclant le sol et le bruit sourd et rythmé des chaussures de ville de Grant. J'ai vu des visages que je reconnaissais alors qu'ils passaient en flou. Il y avait Madame Holloway, la directrice de la banque, la bouche légèrement entr'ouverte, un canapé figé à mi-chemin de ses lèvres. Il y avait le maire, les yeux grands ouverts, s'écartant pour dégager un chemin comme si nous étions contagieux. Ils ne sont pas intervenus. Ils n'ont pas demandé ce qui ne allait pas. Ils ont simplement regardé un public captivé par un accident de voiture se produisant au ralenti au milieu d'un bal masqué. J'ai cherché frénétiquement un ancrage, quelqu'un qui pourrait croiser mon regard et me dire que c'était une erreur. Mes yeux se sont tournés vers la grande cheminée en calcaire au fond de la pièce. Debout là, baigné dans la lueur orangée vacillante du foyer, se tenait Vivien Caldwell. Ma belle-mère tenait un verre de scotch en cristal, sa posture impeccable, sa robe en soie scintillant comme une armure. « S'il te plaît, Vivien », ai-je plaidé silencieusement, « aide-moi ». Mais Vivien n'a pas bougé. Elle ne semblait pas choquée. Elle ne semblait pas confuse. Elle me regardait avec l'intérêt détaché et clinique d'un biologiste observant un spécimen sous un microscope. Ses yeux étaient secs et clairs. Il n'y avait aucune surprise dans son expression, seulement un sentiment glaçant d'aboutissement, comme si elle avait consulté sa montre pendant 5 ans, attendant que ce moment précis se produise. Elle but une lente gorgée de sa boisson, son regard croisant le mien pendant une seconde fugitive avant qu'elle ne retourne son attention vers le feu. J'ai senti une vague de nausée m'envahir. Elle savait. Quoi que ce soit, elle savait. Grant m'a tiré plus fort, corrigeant mon trébuchement d'un coup sec du bras qui a envoyé une décharge de douleur dans mon épaule. Nous approchions du hall maintenant. J'ai essayé d'attraper sa manche avec ma main libre. Grant, arrête. Tout le monde regarde, ai-je chuchoté, la honte brûlant plus fort que la douleur. Est-ce une blague? Es-tu malade? Il s'arrêta brusquement au centre du hall, juste sous l'immense lustre en cristal que nous avions choisi ensemble il y a 2 ans. L'arrêt soudain a failli me projeter au sol. Le silence dans la maison était absolu. Même le personnel de restauration s'était figé contre les murs, des plateaux de champagne s'inclinant dangereusement dans leurs mains. Grant se tourna vers moi alors. Il lâcha mon bras, mais seulement pour me repousser d'un pas, créant une distance physique qui ressemblait à un canyon. Il ajusta ses boutons de manchette, un mouvement si décontracté, si routinier, qu'il m'a glacé le sang. « Sors de ma maison », dit-il. Sa voix n'était pas un cri. C'était un baryton bas et résonnant qui portait dans chaque coin de la pièce. C'était une voix habituée à commander des salles de conseil, habituée à licencier des employés, habituée à conclure des affaires.
Je le regardais, mes mains tremblant de manière incontrôlable. J'ai secoué la tête, un petit mouvement saccadé. Je ne comprends pas, ai-je bégayé. Nous venons de prendre des photos. Nous venons de couper le gâteau. Grant, c'est notre anniversaire. Il me regarda avec des yeux qui étaient complètement morts. Il n'y avait pas de colère, pas de passion, pas même de haine, juste un licenciement vide et efficace. Tu ne vis plus ici, Callie. Tu n'es plus la bienvenue ici. Du coin de l'œil, j'ai vu un mouvement. Derek Voss sortit de l'ombre de l'arche du couloir. C'était l'avocat personnel de Grant, un homme avec un sourire comme une coupure de papier. Il ne buvait pas. Il tenait une épaisse enveloppe Kraft contre sa poitrine. Il ne regardait pas les invités, il regardait Grant, faisant un signe de tête presque imperceptible. Mon esprit revint sur les derniers mois, les nuits tardives que Grant passait au bureau, l'urgence soudaine de restructurer nos finances pour des raisons fiscales, les piles de documents qu'il avait apportés à la maison, les posant sur l'îlot de la cuisine pendant que je préparais le dîner, alors que j'étais fatigué de mon service à la librairie. Juste des procédures bancaires standards, chérie. Crois-moi, cela nous protège tous les deux. J'ai regardé Derek, puis Grant. La réalisation m'a frappé comme un coup de poing physique à l'estomac. Grant a ri un son court et sec qui n'avait rien d'humoristique. Ne le regarde pas, regarde-moi. Tu te demandes pourquoi tu pars. J'ai des droits, ai-je réussi à chuchoter, bien que ma voix semble appartenir à un enfant. C'est aussi ma maison. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. Grant fit un pas de plus, envahissant mon espace personnel, sa voix descendant à un chuchotement mortel que seul moi et peut-être les invités au premier rang pouvions entendre. Tu n'as rien, dit-il, en articulant chaque syllabe. Tu as signé le contrat post-nuptial. Tu as signé l'acte de cession de la maison. Tu as signé la séparation des biens. Tu as tout signé. Non, ai-je haleté. C'étaient des papiers bancaires. Tu as dit qu'ils étaient pour les impôts. J'ai dit et signe ici, et tu as signé, a-t-il répliqué, sa voix s'élevant à nouveau pour le bénéfice du public. Tu as tout signé. Tu n'as pas lu un seul mot. Ce n'est pas ma faute. C'est ton choix. Tu n'as rien. La voiture est à moi. Les comptes sont à moi. Cette maison est à moi. Il a tendu la main et a de nouveau saisi mon bras, et cette fois il n'y avait aucun faux semblant de douceur. Il m'a traîné vers les lourdes doubles portes en chêne. J'ai essayé de me cramponner au sol, mes talons glissants, mais j'étais impuissante face à lui. Grant, s'il te plaît, ai-je hurlé, la dignité s'effaçant enfin, ne laissant que de la panique pure. Tu ne peux pas faire ça. Où suis-je censé aller? Il ne répondit pas. Il déverrouilla la porte d'entrée et la poussa du pied. L'air de la nuit s'engouffra, froid et mordant, portant l'odeur des feuilles humides et de la pluie imminente. C'était un contraste frappant avec la chaleur parfumée de l'enfer que je quittais. Grant m'a poussé en avant et j'ai trébuché sur le porche en briques, me rattrapant de justesse à la rampe avant de tomber dans les escaliers. Je me suis retourné, les cheveux fouettés sur mon visage par le vent, regardant dans le cadre brillamment éclairé de la porte. Grant se tenait là, sa silhouette se découpant sur la lumière dorée de la fête, ressemblant à un titan de l'industrie, un homme qui venait de sortir les poubelles. Derrière lui, 50 personnes regardaient. Pas une ne bougea. Pas une ne parla. Vivien était toujours près du feu. Derek tenait toujours l'enveloppe. Ne reviens pas, dit Grant, d'une voix monocorde. J'appellerai la police pour violation de propriété si je te revois sur ce terrain. Il tendit la main vers la poignée de la porte pour m'exclure de ma vie pour toujours. Mais juste au moment où sa main touchait le laiton, une lumière aveuglante coupa l'obscurité de la pelouse avant. Les deux faisceaux de phare à haute intensité balayèrent le porche, illuminant le visage de Grant, rendant sa peau livide et exposant le premier reflet d'incertitude dans ses yeux. Un ronflement bas et puissant d'un moteur remplit le silence de la nuit. Un véhicule s'était engagé dans l'allée, ignorant le stand du voiturier, ignorant le parking désigné, roulant jusqu'au pied des marches d'entrée. C'était une berline noire, élégante et massive, un prédateur dans l'obscurité. Le moteur se coupa, et les lumières baissèrent juste assez pour laisser les ombres se réinstaller. Grant se figea, la porte à moitié fermée. Je me tenais grelottante sur les briques froides, me serrant dans mes bras, des larmes coulant enfin chaudes et rapides sur mes joues. Nous avons tous deux regardé la porte arrière de la voiture s'ouvrir. Une canne à pommeau d'argent apparut en premier, se plantant fermement sur l'asphalte.
Puis un homme plus âgé sortit. Il était grand, vêtu d'un costume anthracite qui absorbait la lumière plutôt que de la refléter. Il ne regarda pas la maison. Il ne regarda pas Grant. Il me regarda droit dans les yeux. Il me regarda avec une intensité qui fit geler l'air dans mes poumons. Ce n'était pas le regard d'un étranger. C'était le regard d'un homme qui cherchait quelque chose depuis très longtemps et qui venait de le trouver enfoui dans la poussière. Il passa devant l'avant de sa voiture, ignorant le vent, ignorant le froid. Il s'arrêta au bas des escaliers, levant les yeux vers l'endroit où je me tenais, tremblante. Puis il déplaça son regard vers Grant, qui se tenait toujours dans l'embrasure de la porte, paralysé par l'autorité pure émanant de cet invité non invité. Grant ouvrit la bouche pour parler, pour tempêter, pour demander qui c'était. Mais le vieil homme l'interrompit avec 5 mots simples prononcés avec une gravité qui ébranla les fondations de la maison. « Elle est à moi, dit-il. » Debout sur ce porche, gelé par le contre-coup de la cruauté publique de mon mari, mon esprit n'a pas bondi vers l'étranger dans l'allée. Au lieu de cela, il s'est effondré en arrière, se repliant sur lui-même pour rejouer l'érosion lente et angoissante des 5 dernières années. La violence de l'expulsion par Grant fut soudaine, mais l'effacement de Cally Carter avait été un projet calme et méthodique qui avait commencé le jour de nos vœux. J'étais quelqu'un d'autre autrefois. Je travaillais dans une petite librairie indépendante à la lisière de la ville, le genre d'endroit qui sentait la vanille et le vieux papier. J'animais un club de lecture le mardi soir où nous buvions du vin bon marché et discutions passionnément des arcs narratifs des personnages. J'étais vibrante. J'étais bruyante quand je riais. Mais Grant Caldwell ne voulait pas d'une femme vibrante. Il voulait un miroir. Il voulait une femme qui puisse refléter sa propre ambition à une taille double tout en occupant elle-même aucun espace. Au cours de notre mariage, j'ai appris l'art de m'effacer. Cela a commencé par de petites corrections. Grant posait une main sur ma cuisse sous la table lors de dîners mondains, un signal que je riais trop fort ou que je parlais de quelque chose de sans intérêt, comme la fiction, alors que les hommes discutaient des gains en capital. J'ai appris à m'excuser de prendre de la place. J'ai appris à dire « Je suis désolé de t'avoir interrompu », même quand ce n'était pas le cas. J'ai appris que mes opinions étaient considérées comme de charmantes excentricités plutôt que comme des perspectives valables. Chaque fois que j'essayais de poser une limite, Grant poussait le soupir lourd et déçu d'un parent face à un enfant lent et me disait que j'étais ingrate. Il énumérait les choses qu'il m'achetait, les voyages qu'il payait, comme si l'affection était une transaction et que j'étais constamment débitrice. Puis il y avait Vivien. Ma belle-mère ne me détestait pas. La haine implique de la passion, et Vivien Caldwell ne gaspillait pas de passion pour des gens qu'elle considérait comme temporaires. Pour elle, j'étais un mauvais investissement que son fils avait fait lors d'un égarement, un meuble de milieu de gamme dans une maison conçue pour les antiquités. Elle était polie, bien sûr, elle était toujours d'une politesse parfaite et glaciale. Je me souviens d'un déjeuner que nous avons eu 3 mois après le mariage. Nous mangions des salades qui coûtaient $40, composées principalement d'air et de roquettes. Vivien avait regardé mes mains posées sur la table et avait souri. « Tu as des mains si capables, Cally », avait-elle dit, sa voix lisse comme du verre. Elles ont l'air d'avoir l'habitude du travail. Cela doit être si étrange pour toi, d'être assise ici à te faire servir. Elle présentait mon passé professionnel comme un sale secret. Elle me faisait honte du fait que je savais comment récurer un sol ou remplir une étagère. Chaque compliment qu'elle faisait était une aiguille enveloppée de soie. Ce soir était censé être le point culminant de cette transformation. La fête d'anniversaire était un mensonge. Grant avait été clair là-dessus il y a des semaines, bien qu'il l'ait présenté comme un partenariat. Il avait besoin de consolider la réputation de Northbridge Venture Group, il avait besoin que les investisseurs le voient comme un homme de famille stable, un pilier de la communauté. J'étais l'accessoire. J'étais la coordinatrice. J'ai passé 3 semaines à appeler des traiteurs, à sélectionner des arrangements floraux assortis à l'image de marque de l'entreprise, et à m'assurer que la carte des vins était impressionnante mais pas ostentatoire. J'avais tellement essayé d'être parfaite. Je voulais porter quelque chose qui me ressemble, alors j'ai choisi une robe bleu marine. C'était simple, élégant et sobre. Je pensais que c'était classique. Quand je suis descendu plus tôt ce soir-là avant l'arrivée des invités, Vivien attendait dans le hall. Elle m'a dévisagé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur l'ourlet, puis sur l'encolure. « Oh, dit-elle, d'un ton plat. C'est ce que tu portes. » J'ai lissé le tissu nerveusement. « Il y a quelque chose qui ne va pas ? » « Non, pas du tout, répondit-elle, se tournant pour vérifier son reflet dans le miroir du hall.
C'est très pratique. Tu ressembles exactement à l'un des membres du personnel de restauration. Si les choses s'accélèrent, au moins tu pourras te fondre dans la masse et débarrasser les tables. Je voulais monter me changer. Je voulais brûler la robe. Mais la sonnette retentit et la représentation commença. Tout au long de la nuit, j'ai ressenti la vérité de ces paroles. Les autres épouses, des femmes parées de diamants et de parfums agressifs, se tenaient en cercle serré discutant des portefeuilles de leur mari ou de leur prochain voyage aux Maldives. Quand je m'approchais, la conversation s'arrêtait, passait à quelque chose de poli et vide comme la météo, puis elle me tournait le dos, refermant le cercle. Je n'étais pas l'une d'entre elles. J'étais l'erreur dans l'équation. À un moment donné, je me suis retrouvé à tenir un plateau de flûtes de champagne vide. Je les avais prises à un serveur qui semblait déborder, un geste instinctif de mes années de travail dans les services. Grant m'a vu. Il n'est pas venu m'aider. Il m'a lancé un regard de pur venin de l'autre côté de la pièce, un regard qui disait « Pose ça. Tu m'embarrasses. » Mais il n'est pas venu me sauver. Il m'a laissé la humilier jusqu'à ce que je trouve une table pour les poser. Cet isolement m'a rendu vulnérable. Cela m'a poussé à désespérément prouver que j'avais ma place, prouver que j'étais dans son équipe. Et c'est ainsi qu'il m'a amené à signer pour renoncer à ma vie. Ce n'était pas une seule nuit de signature, c'était une campagne d'épuisement. Depuis 2 mois, Grant rentrait tard, la cravate desserrée, des cernes sous les yeux. Il jouait parfaitement le rôle du guerrier fatigué. Il se servait un verre et laissait des piles de documents sur l'îlot de la cuisine. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» demandai-je, en lui massant les épaules. « Juste de la bureaucratie, » disait-il, penchant sa tête contre moi. La banque se montre difficile pour la nouvelle entreprise. Nous devons restructurer les actifs pour protéger les comptes personnels de la responsabilité professionnelle. C'est juste de la manipulation fiscale, Cali. Des trucs ennuyeux. Il glissait une page vers moi pendant que je préparais le café le matin ou juste avant d'aller au lit quand mes yeux étaient lourds de sommeil. Signe juste ici, bébé, et là. Cela nous fait économiser environ 12% sur l'impôt sur les gains en capital. J'ai hésité une fois. J'ai regardé les invités à l'intérieur de la maison chaleureuse, puis mes mains. Elles tremblaient. Les mêmes mains qui avaient signé ces papiers étaient maintenant vides. J'avais été si occupé à essayer de me rendre assez petite pour entrer dans le monde de Grant que je n'avais pas remarqué qu'il construisait une cage, m'enfermant à l'intérieur et se préparant à jeter la clé. La fête, les lumières, le champagne, ce n'était pas une célébration de 5 ans de mariage. C'était la célébration d'une acquisition et d'une liquidation réussie. Et j'étais l'actif en cours de liquidation. Pour comprendre pourquoi je me tenais si immobile sur ce porche, pétrifié par le choc plutôt que par le froid, il faut remonter 45 minutes en arrière. Il faut retourner à l'intérieur de la maison avant que les cris ne commencent, au moment où la première fissure est apparue dans le vernis de porcelaine de ma vie. La fête était à son apogée. L'air était épais du bourdonnement de 50 conversations et du tintement du cristal. Je circulais dans la foule, non pas en tant qu'hôtesse, mais comme un fantôme, naviguant entre les groupes de personnes avec un plateau de hors-d'œuvre frais que le personnel de restauration avait oublié. Je m'étais dit que j'aidais. Je m'étais dit que m'assurer que tout le monde ait un beignet de crabe était une façon de montrer à Grant que je le soutenais. J'avais besoin de remplir les serviettes, alors j'ai pris le chemin le plus long vers la cuisine, me glissant dans le couloir qui passait devant le bureau de Grant. C'était le seul couloir calme de la maison, protégé du bruit du salon par de lourdes boiseries en chêne. La porte du bureau était entr'ouverte d'1 pouce, laissant échapper une bande de lumière jaune sur le tapis sombre. Je n'avais pas l'intention de m'arrêter. Je n'avais pas l'intention d'écouter, mais le son de mon propre nom, prononcé sur un ton que je n'avais jamais entendu auparavant, a agi comme un déclic. C'était Grant. Sa voix était basse, dépouillée du timbre charmant et jovial qu'il utilisait pour les invités. Elle était froide, dure et d'une lucidité terrifiante. Elle n'osera pas intenter de procès, dit-il. Pas après ce soir. Je vais m'assurer qu'elle soit trop humiliée pour montrer son visage dans cette ville à nouveau. Je me suis figé, le plateau d'argent pressant mon estomac. Mon cœur martelait mes côtes comme un oiseau piégé. De qui parlait-il? D'un concurrent? D'une employée mécontente? Puis Derek Voss répondit, la voix de l'avocat sèche, efficace, dépourvue de toute empathie humaine. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter d'un procès, Grant. Le transfert de propriété est net.
Les comptes joints ont déjà été séparés et vidés dans la société holding. Elle a tout signé. C'est fait. Le plateau dans mes mains devint soudainement lourd. Le sol semblait s'incliner sous mes pieds. Elle a tout signé. Le souvenir flasha dans mon esprit, vif et nauséabond, les nuits tardives, la main chaude de Grant sur mon épaule, son sourire fatigué. Juste une restructuration fiscale, chérie. Juste des formalités bancaires. Crois-moi. J'avais signé. J'avais signé page après page, mes yeux se brouillant de fatigue, faisant confiance à l'homme qui dormait à mes côtés. Je me tenais dans ce couloir, incapable de respirer. Mon esprit essayait de rejeter ce que mes oreilles entendaient. Cela devait être une erreur. Il devait parler d'un partenaire commercial. Peut-être y avait-il une directrice chez Northbridge qu'ils évançaient. Cela ne pouvait pas être moi. Cela ne pouvait pas être sa femme. J'ai reculé, pas à pas silencieux, jusqu'à être assez loin pour me retourner et m'enfuir vers la cuisine. J'ai franchi les portes battantes pour entrer dans la lumière vive et stérile de la zone de préparation du traiteur. Le personnel était occupé à dresser les desserts, un tourbillon de mouvement et de vapeur. Je me suis dirigé vers le coin le plus éloigné, près de l'évier de préparation, et j'ai posé le plateau sur le comptoir. Mes mains tremblaient si violemment que l'argent cliquetait contre le granit. J'ai agrippé le bord du comptoir, mes articulations devenant blanches. « Respire, Callie, me dis-je. Tu es paranoïaque. Tu imagines des choses. Grant t'aime. C'est sa grande nuit. Il est stressé. » J'ai essayé de me calmer en organisant un petit bol de pique à cocktail en argent. J'en ai pris un, avec l'intention de le placer sur une serviette, mais mes doigts refusaient de coopérer. Le pic en métal pointu m'a échappé et a cliqueté bruyamment dans l'évier en acier inoxydable. L'une des serveuses, une jeune femme avec une queue de cheval serrée, m'a regardé avec pitié. « Tout va bien, madame ?» demanda-t-elle. « On dirait que vous avez vu un fantôme. »« Je vais bien », ai-je réussi à dire, bien que ma voix semble creuse et lointaine. Juste un peu étourdi. J'ai besoin d'eau. J'ai bu un verre d'eau du robinet, le liquide froid ne faisant rien pour calmer l'acide qui bouillonnait dans mon estomac. Je ne pouvais pas rester dans la cuisine. Me cacher ne ferait qu'empirer les choses. Je devais retourner là-bas. Je devais regarder Grant dans les yeux. Si je le regardais, je saurais. Je saurais si j'étais sa femme ou sa victime. J'ai lissé le devant de ma robe marine et j'ai repoussé les portes battantes. Le bruit de la fête m'a frappé comme une vague physique. Les rires, le jazz, le cliquetis des verres, tout cela semblait déformé maintenant, grotesque et menaçant. J'ai navigué autour d'un groupe d'hommes discutant de handicap de golf et je me suis retrouvé coincé près du piano par Madame Vance. C'était la femme d'un promoteur local, une femme qui portait sa richesse comme une arme. Elle tenait un martini et me souriait avec des dents qui semblaient trop blanches. « Callie, chérie » roucoula-t-elle, tendant la main pour me toucher le bras. « Tu dois être si fière. » J'ai cligné des yeux, luttant pour me concentrer sur son visage. « Fière de Grant ?» « Bien sûr, » dit-elle, désignant vaguement le centre de la pièce où mon mari tenait salon. J'ai entendu la rumeur pour la couverture du magazine Connecticut Finance Monthly, n'est-ce pas? Être nommé et visionnaire de l'année est un tel exploit, et le jour de votre anniversaire en plus. C'est comme un couronnement. Je la fixais. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Grant n'avait jamais mentionné une couverture de magazine. Il n'avait jamais mentionné de prix. Oh, dis-je, forçant un sourire qui semblait craqueler mon visage. Oui, c'est merveilleux. Il est vraiment en train de bâtir un héritage, n'est-ce pas, continua Madame Vance, se penchant plus près. Et tu es si dévoué. C'est agréable de voir une femme qui sait que sa place est d'être le socle, pas l'affiche publicitaire. Ces paroles se voulaient un compliment, mais elles ressemblaient à une gifle. Un socle, quelque chose sur lequel on marche, quelque chose qu'on enterre. J'ai regardé à travers la pièce. Grant riait de quelque chose que le maire avait dit. Il était radieux. Il avait l'air puissant. Et pour la première fois, j'ai vu la vérité. Il n'assistait pas seulement à une fête, il jouait une pièce. Chaque sourire, chaque poignée de main, chaque toast était calculé. Et je n'étais pas sa partenaire sur scène, j'étais un accessoire qu'il allait bientôt jeter pour rendre le final plus dramatique. Je devais savoir. L'effroi était un poids physique dans ma poitrine, m'écrasant les poumons.
J'avais besoin de lui demander. J'avais besoin qu'il me dise que j'étais folle. J'ai commencé à marcher vers lui. J'avançais avec une détermination soudaine et téméraire, ignorant les invités, ignorant les serveurs. Je devais l'atteindre avant qu'il ne dise un mot de plus. Grant, chuchotai-je, bien que je sois encore à 20 pieds de lui. Soudain, une main se serra sur mon bras. Ce n'était pas un contact délicat. C'était un étau. Je me suis arrêté et j'ai baissé les yeux. Vivien était à mes côtés. Elle s'était matérialisée de nulle part, sentant la lavande et la vieille fortune. Son visage était composé, son expression sereine, mais ses doigts s'enfonçaient dans ma chair assez fort pour me faire un bleu. « Où penses-tu aller » demanda-t-elle, sa voix basse et plaisante, le ton que l'on pourrait utiliser pour s'enquérir du temps. « Je dois parler à Grant, dis-je, la voix tremblante. J'ai entendu, Vivien. Je l'ai entendu parler à Derek. Je dois lui demander quelque chose. » Vivien ne s'y pas. Elle ne demanda pas ce que j'avais entendu. Elle resserra simplement sa prise, me déséquilibrant légèrement. « Tu ne feras rien de tel, siffla-t-elle, le masque plaisant glissant juste assez pour révéler l'acier en dessous. Regarde autour de toi, Cali. Ce sont des gens importants. C'est la nuit de Grant. Ne fais pas de scène devant les invités. Mais commençai-je. Elle m'interrompit d'une secousse brusque sur mon bras. Tu l'as déjà assez embarrassée en t'habillant comme une domestique. N'ajoute pas l'hystérie à ta liste d'échecs. Reste là contre le mur et tais-toi. Si tu as des questions, tu pourras les poser quand le public sera parti. Le mot resta suspendu dans l'air entre nous. Public. J'ai regardé à nouveau autour de la pièce. Les visages des invités semblaient s'aiguiser. Ils n'étaient pas seulement en train de boire et de discuter, ils regardaient. Ils jetaient des regards à Grant, puis à moi, puis chuchotaient derrière leurs mains. Cela semblait orchestré. C'était comme s'ils avaient tous reçu un script que je n'avais jamais vu. Ils attendaient le point culminant de la pièce. J'étais la seule personne dans la pièce qui n'en connaissait pas la fin. J'ai laissé Vivien me diriger vers le bord de la pièce, près du courant d'air froid de la fenêtre. Je suis resté là, me tenant les coudes, regardant mon mari briller sous les lumières dorées. L'effroi se transforma en une certitude froide et dure. La conversation dans le bureau n'était pas un malentendu. Les papiers n'étaient pas pour les impôts. Le piège s'était déjà refermé. J'étais juste la dernière à en entendre le bruit. Le son d'une cuillère en argent frappant une flûte de champagne en cristal est habituellement le prélude à un toast, un son associé à la chaleur et à la célébration. Mais quand Grant a frappé son verre ce soir-là, le son a tranché la pièce comme un scalpel. C'était sec, insistant, et cela exigeait un silence qui tomba sur la pièce presque instantanément. Je me tenais près de la fenêtre, mes bras toujours enroulés autour de moi à cause du frisson de la menace précédente de Vivien. J'ai regardé mon mari se tenir au centre du tapis persan. Il était d'une beauté dévastatrice, son visage rouge de ce que les invités prenaient pour l'éclat de l'alcool et du bonheur, mais que je reconnaissais maintenant comme l'adrénaline d'un exécuteur. « Ami, collègue » commença Grant, sa voix ferme et portant parfaitement jusqu'au fond de la pièce. « Merci d'être venu ce soir. 5 ans, c'est long. C'est une étape importante. » Il fit une pause, regardant ses pieds pendant un moment d'hésitation théâtrale. Puis il leva les yeux, son regard balayant la foule avant de se poser brièvement et avec dédain sur moi. Mais dans l'esprit d'intégrité que représente Northbridge Venture Group, je ne peux pas rester ici et vous offrir un mensonge. J'ai toujours cru que le succès d'un homme repose sur sa capacité à affronter les vérités difficiles. Et la vérité est que ce mariage n'est plus viable. Je veux le divorce. Les mots restèrent suspendus dans l'air, aspirant l'oxygène de la pièce. J'ai senti mes genoux se dérober, et j'ai dû m'appuyer contre la vitre froide pour ne pas glisser au sol. J'ai ouvert la bouche pour parler, pour hurler, pour demander quel était ce jeu, mais mes cordes vocales étaient paralysées. 50 paires d'yeux se tournèrent vers moi. C'étaient des gens à qui j'avais servi des boissons, des gens avec qui j'avais fait la conversation, des gens qui avaient mangé à ma table. J'attendais que quelqu'un s'insurge. J'attendais que Madame Vance lâche son martini. J'attendais que quelqu'un, n'importe qui, s'avance et dise à Grant que c'était inapproprié, que c'était cruel. Mais personne ne bougea. Le silence était lourd et étouffant. Ce n'était pas le silence du choc, c'était le silence de la complicité. Il ne me regardait pas avec sympathie, mais avec une curiosité morbide,
comme si j'étais un accident de voiture dont ils ne pouvaient détacher le regard. Ils attendaient de voir comment j'allais me briser. Grant ne s'arrêta pas. Il était lancé maintenant, se nourrissant de l'attention. J'ai essayé, dit-il, sa voix prenant un ton de patience longtemps éprouvé. Dieu sait que j'ai essayé de faire en sorte que ça marche. Mais un homme avec ma trajectoire a besoin d'une partenaire qui comprenne les enjeux. Callie est une femme merveilleuse à sa petite manière, mais elle n'est tout simplement pas faite pour cette vie. Il désigna vaguement la pièce, les lustres, les invités. Elle se contente de rester à l'arrière-plan. Elle manque de l'ambition, de la volonté, de la sophistication requise pour être la femme d'un PDG. J'ai besoin d'une partenaire, pas d'une personne à charge. J'ai passé 5 ans à essayer de la hisser à ce niveau. Et franchement, je suis épuisé. C'est injuste pour moi, et c'est injuste pour l'entreprise de continuer à porter ce poids mort. Poids mort. Le terme me frappa plus fort qu'un coup physique. J'ai pensé aux nuits où j'étais resté éveillé pour l'aider à mettre en forme des tableurs parce qu'il était trop fatigué. J'ai pensé au dîner que j'avais cuisiné, aux vêtements que j'avais repassés, aux débris émotionnels que j'avais ramassés chaque fois qu'il avait une crise de confiance. Ce n'est pas vrai, chuchotai-je, les mots à peine audibles. Grant m'a ignoré. Il a fait un signe de tête vers le côté de la pièce. Derek, si vous voulez bien. Derek Voss s'est avancé hors de l'ombre, l'enveloppe manie n'était plus sous son bras, mais ouverte entre ses mains. Il s'est dirigé vers le centre du cercle, se tenant à côté de Grant comme un commandant en second sur un champ de bataille. Il a sorti une liasse de documents, le papier était net et blanc contre son costume sombre. Pour s'assurer qu'il n'y ait aucune confusion concernant la séparation, a dit Derek, sa voix sèche projetant l'autorité de la loi, nous avons déjà finalisé le partage des biens. Il a brandi un document, le tournant légèrement pour que les invités puissent voir l'encre bleue des signatures. La propriété d'Ashford Lane est au seul nom de Monsieur Caldwell. Le transfert a été finalisé il y a 2 jours. Il a tourné une page. Les véhicules, y compris la Mercedes dans l'allée, sont titrés au nom de Northbridge Venture Group. Il a tourné une autre page. Les comptes chèques et d'épargne conjoints ont été fermés et les fonds dispersés selon les amendements au contrat post-nuptial. À ce moment précis, Madame Carter n'a aucun droit légal sur les actifs de ce domaine. Elle est, à toutes fins utiles, une invitée qui a prolongé son séjour au-delà de ce qui était bienvenu. La pièce semblait tourner. Je me suis détaché du rebord de la fenêtre et j'ai fait un pas chancelant en avant. Mon humiliation me brûlait vive, mais une étincelle d'instinct de survie a jailli dans ma poitrine. Non, ai-je dit, ma voix se brisant mais plus forte cette fois. Nous avons acheté cette maison ensemble. J'ai mis mon héritage de ma grand-mère dans l'apport personnel. Grant, tu sais que je l'ai fait. Grant m'a regardé avec un sourire compatissant qui m'a glacé le sang. Tu ne fais vraiment pas attention, n'est-ce pas, Callie, a-t-il dit. Tu as signé l'acte de renonciation. Tu as signé la renonciation aux capitaux propres. Tout est ici. Mais tu avais dit que c'était des documents fiscaux, me suis-je écrié, le désespoir me rendant perçante exactement la femme hystérique qu'il voulait que je sois. Tu m'as dit que c'était pour la banque. Derek Voss s'est raclé la gorge. Il a regardé les invités, puis a baissé la voix pour adopter un ton de fausse inquiétude qui portait parfaitement jusqu'au coin de la pièce. Madame Carter, je ferai attention avec ces accusations. Nous avons des signatures de témoins. Nous avons des registres de notaires. Suggérer que vous ne saviez pas ce que vous signez implique un niveau d'instabilité cognitive qui nous inquiète depuis un certain temps. Il a tapoté subtilement le côté de sa tête. Peut-être étiez-vous confuse, a-t-il ajouté doucement. Cela arrive, mais la loi n'invalide pas les contrats simplement parce qu'une partie prétend qu'elle ne faisait pas attention. Cela dresse le portrait d'une femme qui ne va pas bien, Callie une femme qui a peut-être besoin d'aide, pas d'une maison. Le piège s'est refermé complètement. Il ne prenait pas seulement mon argent, il prenait ma crédibilité. Si je me battais, il me ferait passer pour folle. Les invités hochaient la tête maintenant, chuchotant entre eux. Pauvre Grant, qui doit gérer une femme instable. Pas étonnant qu'il veuille qu'elle parte. Grant a regardé sa montre comme s'il avait un emploi du temps à respecter. Je pense que c'est assez, a-t-il dit. Il s'est approché de moi. Les invités se sont écartés comme la mer Rouge pour le laisser passer. Je me tenais là, tremblante, portant la robe bleu marine dont Vivien s'était moqué, me sentant plus petite que je ne l'avais jamais été de ma vie. Grant ne m'a pas frappé.
Il n'a pas crié. Il a simplement tendu la main et a pris la mienne. C'était de la même manière qu'il me tenait la main lorsque nous entrions dans un restaurant, mais maintenant sa poigne était de fer. Allons, Caleb, a-t-il dit calmement. Ne rendons pas cela plus difficile que nécessaire. J'ai essayé de me reculer. J'ai essayé de planter mes talons dans le tapis. Grant, s'il te plaît, ai-je supplié, regardant son visage, cherchant l'homme que j'avais épousé. Ne fais pas ça. Nous pourrons en parler demain. Laisse-moi juste monter à l'étage. Tu n'habites pas ici, a-t-il dit, sa voix dénuée d'émotion. Il m'a tiré. J'ai trébuché, mes talons se prenant dans le bord du tapis. Il m'a traîné devant la cheminée où se tenait Vivien. Elle n'a pas détourné le regard, elle nous a regardé passer avec la satisfaction d'une femme voyant une tache enlevée de son tapis. Il m'a traîné à travers le foyer, devant les visages silencieux et fixants des gens que je pensais être mes amis. Personne n'a dit un mot. Le seul son était le frottement de mes chaussures et le martèlement lourd et rythmé des pas de Grant. Il a atteint la porte d'entrée, a tiré le loquet et l'a ouverte d'un coup de pied. L'air de la nuit s'est engouffré, tourbillonnant autour de nous. Il ne m'a pas jeté. Il ne m'a pas bousculé. Il m'a simplement conduite jusqu'au seuil et a lâché ma main comme s'il jetait un déchet. Adieu, Caleb, a-t-il dit. Et puis j'étais dehors, la porte se fermait et ma vie était terminée. Ou du moins je le pensais, jusqu'à ce que des phares balaient la pelouse. Les 5 mots prononcés par l'inconnu dans mon allée n'ont pas seulement brisé le silence, ils ont pulvérisé la réalité de la soirée. Elle est à moi. La phrase est restée suspendue dans l'air froid de la nuit, lourde d'une possession qui semblait totalement différente de la façon dont Grant m'avait possédé. Grant me possédait comme un bien immobilier qu'il avait hâte de jeter, cet homme a prononcé ces mots comme s'il réclamait un artefact volé. Grant, qui s'était tenu dans l'embrasure de la porte comme un roi inspectant son royaume, a soudainement paru très petit. L'arrogance qui avait alimenté sa performance quelques secondes plus tôt s'est évaporée, remplacée par une confusion qui s'est rapidement transformée en attitude défensive. Pardon, a bafouillé Grant, s'avançant davantage sur le porche mais gardant une main sur le cadre de la porte comme s'il avait besoin d'un appui physique. Qui êtes-vous? C'est une propriété privée. Vous êtes en infraction. Le vieil homme n'a pas répondu. Il n'a même pas cligné des yeux. Il a monté les marches de briques avec une cadence lente et délibérée, sa canne produisant un clic-clac rythmé contre la maçonnerie. De près, il était encore plus imposant. Il avait peut-être environ 70 ans, mais il se déplaçait avec une vitalité qui démentait son âge. Son manteau était en cachemire, gris anthracite foncé, coupé d'une manière qui murmurait la vieille fortune, le genre de richesse qui ne crie pas pour attirer l'attention parce qu'elle possède déjà la pièce. Il s'est arrêté 2 marches en dessous de moi, se plaçant à la hauteur de mes yeux alors que je me tenais frissonnante sur le porche. Il m'a regardé, ignorant complètement mon mari. Ses yeux étaient d'une nuance de gris saisissante, intelligent et triste. Il a étudié mon visage, l'explorant, lisant les rides de stress et les traces de mes larmes comme une carte. C'était le regard de quelqu'un trouvant un secret qui avait été enterré vivant. Grant, sentant qu'il était ignoré, a essayé de reprendre le contrôle du récit. Il a bombé le torse, un mouvement pathétique face au calme tranquille de l'étranger. J'ai dit, « Qui êtes-vous » a exigé Grant, la voix montant. « Sortez de mon allée, ou j'appelle la police. » L'étranger a finalement tourné la tête. Il a regardé Grant avec une expression de léger dégoût, comme s'il avait marché dans quelque chose de désagréable. « Vous pouvez appeler la police, Monsieur Caldwell, a dit l'homme. Sa voix était faite de gravier et de velours. En fait, je crois qu'ils sont déjà en route. Mais je ne suis pas ici pour votre fête, et je ne suis certainement pas ici pour négocier avec un voleur. Grant a reculé comme s'il avait été giflé. Un voleur? Je suis un homme d'affaires respecté. Avant que Grant ne puisse se lancer dans un autre discours sur sa réputation, les portes arrière de la berline se sont rouvertes. 2 personnes sont sorties, se déplaçant avec la précision synchronisée de soldats. L'une était une jeune femme avec des lunettes sévères et une tablette sous le bras. L'autre était un homme portant une épaisse mallette en cuir. Ils ne ressemblaient pas à des invités de fête, ils ressemblaient à des conséquences. Ils flanquaient le vieil homme, créant une phalange d'autorité qui a forcé Grant à faire un pas involontaire en arrière vers le foyer. Les invités à l'intérieur, qui regardaient par la porte ouverte, ont commencé à se déverser sur le porche, attirés par le spectacle. Vivien s'est frayé un chemin vers l'avant, son visage étant un masque d'indignation.
Quelle est la signification de tout ceci, a sifflé Vivien. Nous sommes en pleine célébration. Le vieil homme s'est tourné vers moi, ignorant Vivien aussi efficacement qu'il avait ignoré Grant. Il a tendu une main gantée, non pas pour m'attraper, mais pour offrir un soutien. Je suis Arlon Wexley, m'a-t-il dit doucement. Bien que le nom ait eu assez de poids pour faire taire les invités qui chuchotaient derrière Grant, j'ai entendu un halètement collectif venant de l'entrée. Même moi, qui menais une petite vie, je connaissais ce nom. Arlon Wexley était un mythe à Cedar Ridge. C'était l'investisseur milliardaire qui possédait la moitié de l'immobilier commercial de la région des Trois États, mais on ne le voyait jamais lors de galas ou d'inauguration. C'était une histoire de fantôme racontée dans les cercles financiers, un homme d'une puissance immense qui valorisait la vie privée avant tout. Arlon Wexley, a couiné Derek Voss depuis le fond de la foule. Le visage de l'avocat était devenu de la couleur des cendres. Il savait exactement quel genre de requin venait de nager dans la piscine. Grant a regardé alternativement Derek et Arlon, réalisant qu'ils n'étaient pas à la hauteur. Monsieur Wexley, a bafouillé Grant, son-on passant instantanément de l'agression à un respect mielleux et obséquieux. Je n'en avais aucune idée. Nous sommes honorés. Si nous avions su que vous passiez, nous aurions préparé. Je ne passe pas par hasard, l'a coupé Arlon. Je suis ici pour elle. Il m'a désigné. Je suis resté figé, mon esprit s'emballant. Je n'avais jamais rencontré cet homme. Je n'avais aucun lien avec son monde. Pourquoi, ai-je chuchoté, la voix tremblante. Je ne vous connais pas. Arlon m'a regardé avec un adoucissement dans les yeux qui m'a serré le cœur. Tu ne me connais pas, Cali, a-t-il dit. Mais je connaissais ta mère. Je connaissais très bien Evelyn Thorne. L'air a quitté mes poumons. Evelyn Thorne. C'était le nom de jeune fille de ma mère. Elle l'avait abandonnée il y a 30 ans lorsqu'elle avait épousé mon père. Elle ne l'utilisait jamais. Personne à Cedar Ridge ne connaissait ce nom. Pour tous les autres, elle n'était qu'Evelyn Carter, la femme effacée qui travaillait à la bibliothèque jusqu'à sa mort. Comment connaissez-vous ce nom, ai-je demandé, les larmes montant à nouveau. Je connais plus que son nom, a dit Arlon de manière énigmatique. Je sais qu'elle brûlerait cette maison jusqu'au sol si elle voyait comment tu es traité ce soir. Et puisqu'elle n'est pas là pour le faire, je suppose que je vais devoir m'occuper du nettoyage. Il a fait un signe de tête à l'homme avec la mallette. Grant a essayé de rire, un son nerveux et saccadé. Écoutez, monsieur Wexley, c'est un malentendu domestique. Ma femme et elle est émotive. Nous traversons une séparation. C'est une affaire privée. Cela a cessé d'être une affaire privée quand vous l'avez transformée en fraude, a dit Arlon. L'homme avec la mallette s'est avancé. Il n'a pas demandé la permission. Il est passé juste devant Grant dans le foyer, a posé la mallette en cuir sur la table d'entrée antique et a fait sauter les loquets. Le son a été fort, comme 2 coups de feu. Il a sorti une pile de documents de 3 pouces d'épaisseur et les a déposés sur le bois. Les yeux de Grant se sont agrandis. Il a reconnu les dossiers. Nous avons suivi une série de transactions irrégulières initiées par Northbridge Venture Group au cours des 6 derniers mois, a annoncé l'homme à la mallette. Sa voix était clinique, projetée vers la salle silencieuse remplie d'invités. Nous avons remarqué un schéma de transfert d'actifs conçu pour contourner les lois standards sur les biens matrimoniaux. Nous avons également signalé plusieurs signatures numériques qui ne correspondaient pas au point de pression biométrique du signataire présumé. Il m'a regardé. Madame Caldwell ou Madame Carter, comme vous préférez, avez-vous signé un document transférant l'héritage de votre grand-mère dans une société holding aux Caïmans à 3 heures du matin mardi dernier? J'ai secoué la tête lentement. Non, je dormais. L'homme s'est tourné vers Grant. Comme nous le soupçonnions, nous avons les métadonnées. Nous avons les journaux de frappe clavier, et nous avons les déclarations de témoins du notaire que vous avez payé cet après-midi. Grant semblait sur le point d'être malade. Il a regardé Derek Voss pour obtenir de l'aide, mais Derek s'éloignait déjà vers la porte latérale, essayant de se fondre dans le papier peint. C'est ridicule, a bafouillé Grant, de la sueur apparaissant sur son front. Vous ne pouvez pas simplement débarquer ici avec de faux papiers. Ils ne sont pas faux, a dit Arlon, sa voix tombant dans un registre terrifiant de gravité. Et le mandat qui est actuellement en train d'être imprimé au bureau du procureur ne l'est pas non plus. Arlon s'est tourné vers moi. Il m'a de nouveau offert son bras. Le vent se levait, faisant voler des feuilles mortes sur le porche, mais à l'abri de la présence de cet étranger, j'ai ressenti la première étincelle de chaleur de toute la nuit.
Tu n'es pas obligé de rester ici, Cali, a dit Arlon. Tu n'as plus besoin de l'écouter. Tu n'as pas à te justifier auprès de ces gens. Il a regardé la foule d'invités, son regard les balayant avec un mépris total. Vous avez regardé un homme détruire sa femme pour le sport, a dit Arlon à la salle. Honte à vous tous. Il m'a de nouveau regardé. Viens avec moi, mon enfant. Sortons-toi du froid. J'ai regardé Grant. Il fixait la pile de papier sur la table, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. Il ne m'a pas regardé. Il n'a pas essayé de m'arrêter. Il était trop occupé à regarder sa vie commencer à s'effilocher. J'ai regardé Vivien. Elle serrait ses perles, le visage pâle, réalisant que le statut social qu'elle vénérait était sur le point d'être anéanti. J'ai pris une profonde inspiration. Je me suis éloigné de la maison, loin de l'homme qui avait promis de m'aimer, et j'ai pris le bras de Arlon Wexley. Où allons-nous, ai-je demandé doucement. Dans un endroit sûr, a répondu Arlon. Et ensuite, nous allons nous mettre au travail, car reprendre ce qui t'appartient va demander bien plus que de signer quelques papiers. Alors qu'il me conduisait vers la voiture qui attendait, les gyrophares bleus et rouges d'une voiture de police ont tourné au coin d'Ashford Lane, peignant la nuit de flashs de couleurs alternées. La fête était définitivement terminée. Ma nouvelle vie, cependant, ne faisait que commencer. Arlon Wexley n'a pas élevé la voix. Il n'en avait pas besoin. Dans un monde de bruit et de posture, son silence était la chose la plus bruyante dans la pièce. Il se tenait sur le porche, ses mains gantées reposant sur sa canne, et démantelait la vie de mon mari avec la précision clinique d'un chirurgien retirant une tumeur. Tu as fait une erreur, Grant, a dit Arlon, sa voix étant posée et dépourvue de colère théâtrale. Tu as pensé que parce que Cali est douce, elle est faible. Tu as pensé que parce qu'elle est calme, elle est stupide. Et tu as supposé que parce qu'elle n'a pas de famille dans cet état, elle n'a pas de protecteur. Grant a essuyé une goutte de sueur sur sa tempe. Il essayait de garder son sang-froid, mais ses yeux se tournaient nerveusement vers l'allée où les lumières bleues et rouges pulsaient contre les arbres. C'est un malentendu, a insisté Grant, bien que sa voix manque de son assurance habituelle. Je suis un homme d'affaires. Je structure des actifs. C'est ce que je fais. Tout a été fait dans les règles. Dans les règles, a répété Arlon, l'ombre d'un sourire effleurant ses lèvres. Quelles règles, Grant? Celle où tu as transféré 200 000 $ de votre épargne commune vers une société écran au Delaware 3 jours avant de demander le divorce? Ou celle où tu as prétendu que la maison était un actif de l'entreprise, malgré l'acte de propriété initialement déposé sous vos deux noms? Les invités, qui s'étaient rassemblés dans le foyer pour écouter, ont commencé à murmurer. La tendance s'inversait. Ils ne me regardaient plus avec pitié, ils regardaient Grant avec suspicion. Derek Voss, l'avocat qui était si suffisant quelques instants plus tôt, a vu le vent tourner. Il a commencé à reculer, essayant de se glisser derrière la carrure imposante du maire, avec l'intention de disparaître dans la foule et de sortir par la porte latérale. Il se déplaçait comme une ombre, silencieux et glissant. Monsieur Voss, a dit la femme qui se tenait à côté de Arlon. Sa voix était tranchante, coupant les murmures comme un couteau. Derek s'est figé, un pied planant déjà au-dessus du seuil du couloir. Je resterai exactement là où vous êtes, a-t-elle poursuivi, ajustant ses lunettes. L'équipe d'audit médico-légal a déjà signalé votre sceau de notaire sur 6 documents différents qui ont été signés alors qu'il est prouvé que Madame Carter était sur son lieu de travail. Le risque de fuite ne fera qu'augmenter votre caution. Le visage de Derek s'est décomposé. Il a retiré sa main du cadre de la porte et est resté paralysé, regardant ses chaussures. Grant a ricané, essayant de se reprendre. Vous n'avez aucune preuve de coercition. Cali a signé ses papiers. C'est une adulte. Si elle ne les a pas lus, c'est sa négligence, pas ma fraude. L'homme à la mallette s'est de nouveau avancé. Il a tapoté l'écran d'une tablette qu'il tenait et l'a tourné pour que Grant et le premier rang d'invités puissent voir. Nous avons les images de sécurité de votre propre système domestique, a dit l'homme. Vous auriez vraiment dû changer le mot de passe du cloud après avoir mis votre femme à la porte. Sur l'écran, une vidéo granuleuse mais claire a défilé. Elle datait d'il y a 2 semaines. Elle me montrait assise à l'îlot de la cuisine, portant encore mon tablier de librairie, la tête dans les mains, paraissant totalement épuisée. Grant me surplombait, pointant agressivement un document, frappant le comptoir de sa main. Le son était net. Signe-le, Cali. Arrête de poser des questions.
Veux-tu que je perde le contrat? Signe-le maintenant. L'horodatage indiquait 23h45. Ce n'est pas un contrat conclu entre deux parties consentantes, a dit Arlon, regardant l'image de ma défaite. C'est de la contrainte. C'est de la manipulation psychologique, et selon les lois de cet État, cela rend chacun de ces transferts nul et non avenu. Grant a fixé l'écran, son visage perdant ses couleurs. Il avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Le récit qu'il avait soigneusement construit, celui d'une femme incompétente et parasite, se dissolvait en temps réel. « Vous ne pouvez pas faire ça » a chuchoté Grant. « Je l'ai déjà fait » a répondu Arlon. « J'ai contacté le bureau du procureur général de l'État il y a 3 heures. Les enquêteurs qui arrivent maintenant ne viennent pas pour bavarder. Ils viennent saisir vos dossiers. » À l'évocation du procureur général, Vivian Caldwell a finalement craqué. Elle avait regardé la scène avec une horreur croissante, non pas parce que son fils était un criminel, mais parce que son statut social s'évaporait. Elle a bousculé Grant, son visage se tordant en un masque d'indignation. « C'est du harcèlement » a-t-elle hurlé, la voix perçante et stridente. « Vous ne pouvez pas entrer dans une maison privée et nous menacer. Nous sommes les Caldwell. Nous sommes des piliers de cette communauté. » Elle a tourné son venin vers moi, ses yeux brillants d'une haine qu'elle avait gardée sous la surface pendant 5 ans. « Et toi » a-t-elle craché, pointant un doigt manucuré vers ma poitrine. « Tu as attiré cela sur nous, espèce de petit parasite ingrat. Nous t'avons donné un toit. Nous t'avons donné un nom. Et c'est ainsi que tu nous remercies? En amenant des étrangers pour ruiner notre réputation? J'ai su que tu étais une moins que rien dès l'instant où Grant t'a ramené à la maison. » Le mot a résonné dans l'air, parasite. Pendant 5 ans, je me serais excusé. Pendant 5 ans, j'aurais baissé les yeux et absorbé son poison juste pour maintenir la paix. J'aurais bredouillé que j'étais désolé, que je ne voulais pas causer de problème. Mais là, debout dans le vent froid avec les sirènes hurlant de plus en plus près, quelque chose en moi s'est brisé. Et quand cela s'est brisé, cela a laissé entrer la lumière. Je me suis avancé. Je n'ai pas regardé Grant, j'ai regardé droit vers Vivian. Je ne suis pas un parasite, Vivian, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle était assurée. J'ai payé l'apport pour cette maison. J'ai payé les meubles à côté desquels vous vous tenez. J'ai travaillé 6 jours par semaine pour que Grant puisse jouer aux investisseurs importants. Je ne suis pas celle qui doit s'excuser ce soir. Vivian a ouvert la bouche pour répliquer, mais aucun mot n'est sorti. Elle m'a regardé comme si les meubles s'étaient soudainement mis à parler. Je me suis tourné vers Arlon. Le chaos tourbillonnait autour de nous, Grant se disputant avec l'homme à la mallette, Derek essayant d'envoyer un SMS, les invités chuchotant frénétiquement, mais Arlon se tenait au centre de la tempête, calme et immobile. J'ai plongé mon regard dans ses yeux gris, cherchant la vérité. « Pourquoi » lui ai-je demandé à nouveau. « Vous faites tout cela. Vous avez amené des avocats. Vous avez appelé la police. Vous savez qui était ma mère. Pourquoi m'aidez-vous » Arlon m'a regardé et, pendant une seconde, le masque redoutable du milliardaire a glissé. J'ai vu un éclair de tristesse profonde, un chagrin qui semblait dater de plusieurs décennies. « Parce que Cali, a-t-il dit doucement, sa voix n'étant destinée qu'à moi, tu es la pièce manquante d'une promesse que j'ai faite il y a une vie, une promesse que j'ai rompue. Et je suis trop vieux pour quitter ce monde avec encore des promesses non tenues. » Il n'a pas élaboré. Il n'a pas expliqué. Mais le poids de ces mots s'est installé dans ma poitrine, lourd et réconfortant. Avant que je ne puisse demander quoi que ce soit d'autre, le bruit de portières de voitures claquant a résonné depuis l'allée. Des agents en uniforme montaient sur la pelouse, suivis de 2 hommes en costume civil qui semblaient être des experts en chiffres. L'effet sur la fête a été immédiat. Les invités, les 50 personnes qui avaient mangé la nourriture de Grant et ri à ses blagues, ont commencé à s'évaporer. C'était une démonstration de lâcheté sociale. Madame Vance s'est soudainement souvenue qu'elle avait une baby-sitter à libérer. Le maire a reçu un appel téléphonique imaginaire et urgent. Les gens affluaient par les portes latérales, se précipitant vers le voiturier, désespérés de se distancier du scandale avant que les menottes ne sortent. En 2 minutes, le salon était vide. Les rires avaient disparu. La musique s'était arrêtée. Tout ce qui restait, c'était les ruines d'un mariage, un mari stupéfait, une belle-mère furieuse et l'étranger qui venait de me sauver la vie. Arlon a tapoté sa canne sur la brique. « Laisse-les gérer le reste » a-t-il dit, faisant un signe de tête vers la police qui parlait maintenant à Grant.
Il est temps pour nous de partir. J'ai jeté un dernier regard à la maison sur Ashford Lane. Elle paraissait froide. Elle paraissait vide. Elle ressemblait à un endroit que j'avais visité dans un mauvais rêve. Je lui ai tourné le dos et, pour la première fois en 5 ans, je suis parti sans me retourner. J'ai quitté Ashford Lane avec rien d'autre que mon sac à main serré sur mes genoux et les vêtements que j'avais sur le dos. Alors que les lourdes grilles en fer du domaine de Harlon Wexley se refermaient derrière nous, me coupant du monde que j'avais connu pendant 5 ans, j'ai réalisé que j'avais laissé derrière moi mon alliance, mes bijoux et chaque cadeau que Grant m'avait jamais offert. Une partie de moi a paniqué, l'ancien réflexe de manque se manifestant, me disant que j'aurais dû prendre un manteau ou mon ordinateur portable. Mais ensuite, une réalisation plus froide et plus dure s'est imposée, ces choses n'étaient pas des cadeaux. C'étaient des accessoires sur une scène dont j'avais été licencié. Je ne les réclamerai pas. Je ne supplierai pas un voleur de me rendre la monnaie qu'il a trouvée dans ma poche. Harlon ne m'a pas emmené à la maison principale, un manoir tentaculaire qui semblait appartenir à un livre d'histoire. Au lieu de cela, le chauffeur nous a conduits sur un chemin de gravier sinueux vers une maison d'amis nichée au bord d'un lac privé. Elle était petite, construite en pierre et en bois, et elle sentait le cèdre et la sécurité. Harlon se tenait à la porte, appuyé sur sa canne. Il m'a regardé avec ce même regard intense et triste. « Il n'y a pas de condition ici, a-t-il dit, sa voix étant grave. Tu ne me dois rien. Tu n'es pas une invitée qui doit chanter pour son souper. Tu restes aussi longtemps que nécessaire. Le personnel t'apportera à manger. Les avocats s'occuperont du bruit. Toi, tu respires simplement. » Pendant les 2 premiers jours, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai dormi 14 heures d'affilée, mon corps lâchant après des années à fonctionner sous une adrénaline d'alerte maximale. Mais le 3e matin, je me suis réveillé et j'ai réalisé que respirer n'était pas suffisant. Respirer ne me rendrait pas ma vie. J'ai demandé à la jeune femme à lunettes, dont j'ai appris qu'elle s'appelait Elena, de m'apporter des livres. Je ne voulais pas de romans. Je voulais des manuels. Je voulais comprendre le langage qui avait été utilisé pour me détruire. J'ai demandé des bases sur le droit des contrats, la comptabilité médico-légale et le partage des biens matrimoniaux. J'ai passé la semaine suivante à la table de la cuisine de la maison d'amis, entouré de surligneurs et de bloc-notes juridiques. Je me suis forcé à lire chaque ligne des documents que Grant m'avait fait signer. C'était un travail écœurant. J'ai vu les clauses que j'avais sautées parce que j'étais trop fatigué ou trop confiante. J'ai vu les définitions de la propriété conjointe et des biens propres que Grant avait détournés. À mesure que je lisais, une fureur commençait à monter dans mes tripes, brûlante et concentrée. J'ai réalisé que Grant n'avait pas seulement volé mon argent, il avait fait quelque chose de bien plus insidieux. Il m'avait entraîné à être impuissante. Chaque fois qu'il me disait que les finances étaient trop compliquées, chaque fois qu'il soupirait en disant que je ne comprendrais pas, il me conditionnait à rester aveugle. Il avait utilisé ma propre confiance comme une arme pour me faire sentir stupide, de sorte que lorsqu'il me dépouillerait enfin, je m'en prendrais à moi-même. Je ne suis pas stupide, ai-je dit tout haut à la pièce vide. J'étais juste somnambule. Harlon m'a rendu visite quelques jours plus tard. Il a vu la pile de livres et les notes frénétiques sur mon bloc-notes. Il n'a pas souri, mais il a hoché la tête, un geste de profonde approbation. J'ai une réunion de conseil d'administration cet après-midi pour la fondation, a-t-il dit. C'est ennuyeux. Cela implique des budgets et des litiges d'allocation. Je pense que tu devrais venir. Je ne suis pas membre du conseil, ai-je dit, hésitante. Non, a convenu Harlon. Mais tu as besoin de voir comment les hommes comme Grant opèrent lorsqu'ils pensent être les personnes les plus intelligentes de la pièce. Je me suis assise dans un coin de la salle de conférence, observatrice silencieuse dans un gilet gris. J'ai regardé une douzaine d'hommes et de femmes riches se disputer des financements. J'ai vu un homme en costume bleu essayer de brutaliser la table pour faire approuver un contrat de fournisseur qui semblait gonflé. J'ai observé son langage corporel, la façon dont il se penchait, la façon dont il interrompait les femmes, la façon dont il utilisait le jargon pour masquer un manque de substance. C'était exactement ce que faisait Grant. J'ai ouvert mon carnet. Je n'ai pas pris de notes de séance, j'ai noté les schémas. Il attaque lorsqu'il est interrogé sur le calendrier. Il fait diversion en remettant en question la compétence de la personne qui pose la question. Après la réunion, j'ai montré la page à Harlon. Il l'a lu et m'a regardé. Tu as un bon œil pour l'influence, Cali, a-t-il dit. Tu n'as juste jamais su que tu avais le droit de t'en servir.
La paix du domaine a été brisée le lendemain matin quand Elena m'a apporté une tablette. Son visage était sombre. Tu dois voir ça, a-t-elle dit. Mais ne réagis pas, regarde seulement. C'était un extrait d'un journal télévisé local. Grant se tenait devant son immeuble de bureau, l'air hagard et le cœur brisé. Il jouait parfaitement la victime. C'est une tragédie, vraiment, disait Grant au journaliste, sa voix étant lourde d'une fausse émotion. Ma femme lutte contre une instabilité mentale depuis des années. J'ai essayé de protéger sa vie privée, mais il semble maintenant qu'elle soit tombée sous l'influence de personnes qui profitent de son état fragile. Je veux juste qu'elle reçoive l'aide dont elle a besoin. Je prie pour qu'elle rentre à la maison afin que nous puissions résoudre cela tranquillement. Il me faisait passer pour une folle. Il préparait le terrain pour que, si je le poursuivais, le tribunal voie une femme confuse manipulée par un prédateur, tandis qu'il resterait le mari aimant et inquiet. J'ai fixé l'écran. L'ancienne Cali aurait pleuré. L'ancienne Cali l'aurait appelé, le suppliant d'arrêter, lui demandant pourquoi il mentait. J'ai rendu la tablette à Elena. Ma main était ferme. Il a peur, ai-je dit. Elena a paru surprise. Pourquoi dites-vous cela? Parce qu'il parle de ma santé mentale. J'ai répondu, s'il avait la capacité juridique de garder l'argent, il parlerait du contrat. Il s'attaque à ma personnalité parce que ses documents s'effondrent. Je me suis tourné vers le tableau blanc où j'avais tracé la chronologie des transferts. Nous n'allons pas publier de déclaration. J'ai dit à Elena, nous n'allons pas faire d'interview larmoyante. Nous allons l'enterrer sous la paperasse. J'ai travaillé avec l'équipe juridique d'Arlan pendant les 48 heures suivantes. Nous n'avons pas cherché d'accroches émotionnelles, nous avons cherché des données. Nous avons extrait les métadonnées des virements bancaires. Nous avons trouvé les emails que Grant avait envoyés à son comptable depuis son serveur personnel, demandant comment cacher des actifs avant une date de séparation prévue. Nous avons trouvé les messages textuels qu'il avait envoyés à Derek Voss, plaisantant sur la facilité avec laquelle il me faisait signer des choses quand j'étais fatigué. Nous avons constitué un dossier qui ne racontait pas l'histoire d'un mariage raté, il racontait l'histoire d'une conspiration criminelle. Puis nous avons tendu le piège. Elena a contacté Derek Voss. Elle lui a dit que j'étais ébranlé par le reportage. Elle lui a dit que j'hésitais, que mon mari me manquait et que j'étais prête à rencontrer Grant pour discuter d'un accord, à condition que cela se fasse discrètement. Grant a mordu à l'hameçon immédiatement. Son ego ne lui permettait pas de croire autre chose. Il pensait que son interview avait fonctionné. Il pensait que je revenais en rampant. Nous avons convenu de nous rencontrer dans un lieu neutre, une salle de conférence privée dans un hôtel du centre-ville. Les conditions étaient strictes, pas de presse, pas de téléphone, juste nous deux et nos conseillers juridiques. Grant pense qu'il vient pour accepter ma reddition, ai-je dit à Arlon en enfilant un blazer qu'Elena m'avait acheté. Il était cintré, ajusté et rouge cramoisi. Ce n'était pas une couleur que l'ancienne Cali aurait portée. « Et qu'allez-vous faire là-bas » a demandé Arlon, s'appuyant sur sa canne près de la porte. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir. La femme qui me regardait n'était pas l'épouse qui s'excusait d'exister. C'était quelqu'un d'autre. J'y vais pour le laisser confesser, ai-je dit. Et ensuite, je vais fermer le livre sur lui. Je suis sorti vers la voiture. Je n'avais pas d'arme, pas de micro, juste un classeur plein de feuilles de calcul et la certitude froide et dure que l'homme qui m'attendait n'avait aucune idée de qui allait franchir cette porte. La salle de conférence de l'hôtel Saint-Régis était un terrain neutre, dépouillé de personnalité et de chaleur. C'était le genre de pièce conçue pour les fusions et acquisitions, pas pour l'autopsie d'un mariage. Je me suis assise d'un côté de la table en acajou, flanqué d'Elena et d'un avocat plaidant principal de l'équipe d'Arlan. En face de moi siégeaient Grant et Derek Voss. Grant avait changé de stratégie. L'homme qui m'avait traîné sur le sol avait disparu. À sa place se tenait le mari repentant, le pourvoyeur fatigué qui voulait juste la paix. Il portait un pull bleu d'où au lieu d'un costume de pouvoir un choix calculé pour adoucir ses traits. Il me regardait avec des yeux presque humides de larmes non versées. « Cali » a dit Grant, sa voix descendant dans un registre doux et intime qui m'a donné la chair de poule. Je déteste nous voir comme ça avec des avocats, avec des menaces. Ce n'est pas ce que nous sommes. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas baissé les yeux. J'ai gardé mes mains croisées sur le classeur en cuir rouge devant moi. « Qu'est-ce que tu veux, Grant » ai-je demandé. « Je veux t'offrir une issue » a-t-il dit, faisant glisser une seule feuille de papier sur la table.
Je sais que tu es blessé, et je sais que tu t'inquiètes pour l'argent. Je ne veux pas que tu sois en difficulté. Je suis prêt à te verser un règlement unique de 50 000 $. 50 000 $. C'était une insulte. C'était moins que le coût de la voiture qu'il conduisait. C'était moins que la facture du traiteur pour la fête où il m'avait humilié. Et en échange, ai-je demandé, ignorant le papier. En échange, tu signes une renonciation à toute réclamation future contre Northbridge Venture Group et moi-même, a dit Grant, ses yeux se durcissant juste un peu. Tu abandonnes l'enquête. Tu publies une déclaration disant que ta santé mentale a causé un malentendu concernant les documents. Nous repartons sur des bases saines. Tu prends un nouveau départ. J'ai regardé le papier, puis lui. J'avais besoin qu'il le dise. J'avais besoin que l'appareil d'enregistrement dans la mallette d'Elena saisisse la vérité de sa malveillance. Je ne comprends pas une chose, Grant, ai-je dit doucement, laissant un tremblement envahir ma voix. Je me suis penché en avant, jouant le rôle de l'épouse confuse et au cœur brisé une dernière fois. Si tu voulais juste divorcer, pourquoi l'avoir fait à la fête? Pourquoi m'avoir jeté dehors devant les Vance, le maire, tout le monde? Pourquoi n'aurions-nous pas pu faire cela dans la cuisine? Grant a soupiré, un son de frustration qu'il a rapidement masqué. Je le devais, Callie. Pourquoi, ai-je insisté? C'était si cruel. C'était nécessaire, a-t-il lâché, sa patience s'effritant. Si je l'avais fait en privé, tu aurais supplié. Tu aurais fait traîner les choses. Je devais couper le cordon. Je devais m'assurer qu'au moment où tu te relèverais, tu n'aurais plus aucune crédibilité. J'ai calculé le moment pour que, lorsque tu franchirais cette porte, personne dans cette ville n'écoute un mot de ce que tu dirais sur mes affaires. Le silence qui a suivi était absolu. Grant a cligné des yeux, réalisant qu'il en avait trop dit. Il avait admis que l'humiliation était une manœuvre stratégique pour couvrir ses traces commerciales, et non une réaction émotionnelle à un mariage défaillant. Derek Voss a bougé sur son siège. L'avocat paraissait pâle. Il tapotait son stylo contre son bloc-notes dans un rythme nerveux et erratique. Il savait ce que je savais, Grant venait d'admettre une conspiration préméditée pour discréditer un témoin. Je pense que nous avons terminé ici, a dit Derek brusquement, fermant son dossier. Grant, arrête de parler. Mais Grant me regardait. Et pour la première fois, il a vu que je ne regardais pas le chèque. Je le regardais avec le détachement froid d'un juge. Garde tes 50 000 $, Grant, ai-je dit en me levant. Je pense que je vais laisser l'audit médico-légal déterminer ce qui m'est réellement dû. Grant s'est levé, sa chaise grinçant bruyamment sur le sol. Tu commets une erreur, Callie. Tu vas finir avec rien. Je suis sorti sans regarder en arrière. Alors que nous atteignions le hall, Derek Voss nous a rattrapés. Il avait l'air débraillé, transpirant malgré la climatisation. Madame Carter, a-t-il dit, essoufflé. Puis-je vous dire un mot? En confidence. Elena s'est interposée entre nous. Tout ce que vous avez à dire peut être envoyé à mon bureau par écrit, Monsieur Voss. Derek l'a regardé, puis m'a regardé. Ses yeux étaient désespérés. Je ne savais pas pour les signatures numériques, a-t-il chuchoté rapidement et à voix basse. J'ai rédigé les contrats, mais je n'ai pas exécuté les registres de transferts finaux. S'il a utilisé mon sceau de notaire sans ma présence, je suis une victime ici aussi. Je ne vais pas aller en prison pour son ego. Vérifier les dates des transferts au Caïman, a-t-il ajouté avant de se retourner et de se précipiter vers les ascenseurs. Je l'ai regardé partir. Les rats ne quittaient pas seulement le navire, ils remettaient les plans de la coque. Je n'étais pas encore en sécurité, pourtant. Alors que j'attendais le voiturier, une silhouette familière a émergé du salon de thé de l'hôtel, Vivian Caldwell. Elle ne ressemblait pas à la reine des glaces qu'elle avait été à la fête. Ses cheveux étaient légèrement moins parfaits, son maquillage un peu trop lourd pour cacher les rides de tension autour de sa bouche. Elle m'a vu et s'est dirigée droit vers moi sur le sol en marbre. Callie, a-t-elle appelé? Je me suis arrêté. Je n'ai pas fui, je suis resté de marbre. Vivian s'est arrêtée à quelques pas, serrant son sac à main. Elle a forcé un sourire qui semblait douloureux. Nous devons arrêter cette folie, a-t-elle dit. Grant est hors de lui. Il ne mange plus. Cela ressemble à un problème personnel, ai-je répondu. Les yeux de Vivian se sont rétrécis, mais elle a continué son jeu. Écoute-moi.
Nous sommes une famille. Les familles se disputent, mais elles ne se détruisent pas en public. Monsieur Vance m'a appelé ce matin. Il pose des questions sur ses retours sur investissement. Le maire demande pourquoi les rapports trimestriels sont en retard. Si tu continues cette enquête, tu vas ruiner le nom de la famille. Elle a tendu la main, essayant de me toucher le bras. Rentre simplement à la maison, Cali. Nous pouvons arranger ça. Je m'assurerai que Grant te traite mieux. J'ai regardé sa main, la main d'une femme qui m'avait regardé être jetée dans le froid tout en sirotant son scotch. Puis j'ai regardé son visage. Elle ne s'inquiétait pas pour Grant, elle s'inquiétait pour les Vance. Elle s'inquiétait pour les investisseurs. Et soudain, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. Grant ne m'avait pas seulement volé. J'ai dégagé mon bras. Le nom de la famille a été ruiné la nuit où vous avez laissé votre fils commettre une fraude dans votre salon, Vivien, ai-je dit. Et dites à Monsieur Vance qu'il a raison de s'inquiéter. Je l'ai laissé debout dans le hall, la bouche ouverte de choc. De retour au domaine, nous n'avons pas fait la fête. Nous avons creusé. En nous basant sur l'aveu involontaire de Vivien et l'indice de Derek, nous avons extrait les dossiers des interactions de Northbridge Venture Group avec les investisseurs locaux. C'était un carnage. Grant n'avait pas seulement déplacé mon argent, il utilisait de nouveaux investissements provenant de personnes comme les Vance et le maire pour couvrir les pertes de ses paris risqués à l'étranger. Il gérait une pyramide de Ponzi locale, utilisant son rang social pour dépouiller ses amis. Il avait liquidé mes actifs non seulement pour me les cacher, mais pour combler les trous massifs dans sa comptabilité avant l'échéance des rapports trimestriels. Ce n'était pas un investisseur de génie, c'était un parieur désespéré jouant avec les retraites des autres. Nous le tenons, a dit Arlon, regardant la feuille de calcul qu'Elena avait compilée. Ce n'est plus une affaire de tribunal de la famille. C'est une fraude fédérale. Nous avons tout emballé, l'enregistrement de ses aveux, le tuyau de Derek sur le sceau de notaire, et le flux de fonds du domaine des Vance vers la société Écran des Caïmans. Nous avons tout envoyé à la division des crimes financiers. Le lendemain, l'atmosphère à Cedar Ridge a changé. Je suis allé en ville pour signer des papiers à la banque. Je n'ai pas porté de capuche. Je ne me suis pas caché. J'ai porté mon blazer cramoisi et j'ai marché la tête haute. J'ai vu Madame Vance sortir d'une boutique. Elle m'a vu et s'est figée. Habituellement, elle m'aurait ignoré, mais aujourd'hui, elle me regardait avec crainte. Elle avait entendu les rumeurs. Elle savait que la police posait des questions. Elle savait que l'épouse effacée et inadaptée était la seule à avoir vu la vérité. Je lui ai adressé un petit signe de tête poli, le genre de salut qu'une reine accorde à un sujet, et j'ai continué mon chemin. Grant ne se battait plus pour m'expulser d'une maison. Il se battait pour ne pas finir menotté. Et pour la première fois en 5 ans, je ne marchais pas sur des œufs. C'est moi qui tenais le marteau. La salle d'audience offrait un contraste saisissant avec l'opulence d'Ashford Lane. Il n'y avait ni lustre en cristal ni tapis moelleux ici, seulement des néons qui bourdonnaient d'un son sourd provoquant des maux de tête et des bancs en bois dur qui n'offraient aucun confort. C'était un lieu conçu pour la vérité, et pour la première fois en 5 ans, Grant Caldwell semblait totalement hors de son élément. Il était assis à la table de la défense, tambourinant des doigts sur le bois verni. Il avait engagé une nouvelle équipe juridique, des avocats onéreux venus de la ville qui portaient des costumes 3 pièces et méprisaient les procédures locales. Ils essayaient de projeter de l'assurance, mais je voyais la tension dans les épaules de Grant. Il avait l'habitude de contrôler la salle avec son charme et son chéquier, ici, il n'était qu'un défendeur de plus dans un dossier rempli de promesses non tenues. L'audience était techniquement une injonction préliminaire concernant le gel des avoirs, mais elle s'était rapidement transformée en une dissection publique de notre mariage. L'avocat principal de Grant, un homme à la voix de rouage grinçant, s'est levé pour s'adresser au juge. « Votre honneur » a-t-il commencé, faisant un geste dédaigneux vers moi. Tout le dossier de la plaignante repose sur le remords de l'acheteur. Madame Carter est une femme adulte saine d'esprit. Elle a signé les documents de transfert. Elle a signé les actes de renonciation. Le fait qu'elle regrette maintenant d'avoir renoncé à ses droits sur le domaine parce que le mariage a été dissous est malheureux, mais ce n'est pas illégal. Nous avons les documents juste ici. Il a agité les papiers en l'air, ces mêmes papiers qui avaient été jetés sur la table la nuit de la fête. Mon avocate, une femme vive d'esprit nommée Reynolds Carlon avait engagé, n'a pas scié. Elle a appelé notre premier témoin, une experte en analyse graphologique avec 40 ans d'expérience.
L'experte a projeté des images de ma signature sur l'écran de la salle d'audience. À gauche se trouvait ma signature sur notre acte de mariage fluide, bouclé, assuré. À droite se trouvaient les signatures de la nuit où Grant m'avait forcé à signer les documents de transfert. Si vous regardez les points de pression ici et ici, a expliqué l'analyste, utilisant un pointeur laser pour entourer les sommets dentelés des lettres, vous voyez ce que nous appelons un tremblement de détresse. Ce n'est pas la signature d'une personne signant un formulaire bancaire de routine. C'est la signature d'une personne dont la main tremble sous l'effet d'une décharge extrême d'adrénaline ou de peur. C'est cohérent avec des signatures obtenues sous la contrainte. Grant a ricané de manière audible, un son qui lui a valu un regard noir du juge. Mais le véritable coup a été porté lorsque l'accusation a appelé Derek Voss. Derek n'a pas marché jusqu'à la barre, il a traîné les pieds. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis une semaine. Il témoignait sous immunité, un accord conclu pour sauver sa propre peau. Grant le fixait avec des yeux qui auraient pu percer l'acier. Monsieur Voss, a demandé Reynolds, sa voix froide. Avez-vous conseillé à Monsieur Caldwell que cacher des actifs à sa femme avant un dépôt de divorce était illégal? Derek a essuyé son front avec un mouchoir. Je l'ai conseillé sur des stratégies de protection d'actifs. Reynolds a pris un morceau de papier. J'ai ici un email envoyé depuis votre compte de cabinet crypté vers le serveur privé de Monsieur Caldwell, daté d'il y a 2 mois. Souhaitez-vous que je le lise, ou préférez-vous le faire? Derek est resté silencieux, regardant ses genoux. Reynolds a lu à haute voix, Grant, elle n'y comprend rien. Si nous présentons cela comme une restructuration fiscale, elle signera tout ce que nous lui mettrons sous le nez. Nous pouvons vider les comptes joints d'ici vendredi, et elle vous remerciera pour cela. Un murmure a parcouru l'assistance. Les quelques journalistes qui avaient eu vent du scandale griffonnaient furieusement. Le visage de Grant a pris une teinte rouge violacée. Il s'est penché et a chuchoté quelque chose d'agressif à son avocat, qui a posé une main protectrice sur son bras. C'était accablant. Mais l'équipe de Grant a essayé de pivoter. Ils ont soutenu que Derek était un électron libre, que Grant avait simplement suivi de mauvais conseils juridiques. Ils essayaient de dépeindre Grant comme une victime de son propre avocat. Puis est arrivé le rebondissement que personne, pas même Grant, n'avait vu venir. Reynolds a appelé un nom qui ne figurait pas sur la liste originale des témoins, Sarah Jenkins. Une jeune femme est entrée dans la salle d'audience. Elle semblait nerveuse, serrant son sac, mais sa mâchoire était fermée avec détermination. Je l'ai reconnue immédiatement, c'était une employée subalterne chargée des prêts à la banque où Grant et moi tenions nos comptes principaux. Ou plutôt, elle l'avait été. Mademoiselle Jenkins, a demandé Reynolds, pourquoi avez-vous quitté votre poste à la First National Bank la semaine dernière? Sarah a pris une profonde inspiration. Elle a regardé Grant, puis a rapidement détourné les yeux comme si sa vue était physiquement douloureuse. J'ai démissionné, a-t-elle dit, sa voix tremblante mais claire. J'ai démissionné parce que j'ai refusé de traiter une dérogation sur un virement bancaire. Pouvez-vous expliquer, a insisté Reynolds. Monsieur Caldwell est venu à l'agence le matin de sa fête d'anniversaire, a continué Sarah. Il voulait transférer 250 000. Je lui ai dit que j'avais besoin que Madame Carter soit présente. Et qu'a dit Monsieur Caldwell? Sarah a frissonné. Il m'a dit que si je ne traitais pas le transfert immédiatement, il appellerait le directeur régional qui est son partenaire de golf et me ferait licencier pour incompétence. Il a dit que sa femme était trop stupide pour remarquer que l'argent avait disparu de toute façon. La salle d'audience est devenue totalement silencieuse. Ce n'était pas seulement une manipulation financière, c'était de la malveillance. C'était un homme intimidant une jeune employée pour voler sa femme. Grant a frappé son poing sur la table de la défense. Le bruit a résonné dans la pièce comme un coup de feu. Elle ment, a hurlé Grant en se levant. Sa chaise a basculé en arrière dans un grand fracas. C'est une employée de bas étage qui ne sait pas comment le monde réel fonctionne. C'est moi la victime ici. C'est moi qu'on persécute. Asseyez-vous, Monsieur Caldwell, a aboyé le juge en frappant son marteau. Mais Grant avait dépassé le point de non-retour. Le masque du gentleman, le vernis de l'homme d'affaires sophistiqué, s'était complètement brisé. Il n'était pas le visionnaire de l'année, il était un animal acculé, grognant contre quiconque osait lui présenter un miroir. Vous êtes tous incompétents, a crié Grant, son visage déformé par une rage laide. J'ai construit tout ça. J'ai gagné chaque centime.
Elle n'a rien fait. Elle n'est rien. Ses avocats l'ont physiquement rassis, mais le mal était fait. Le juge le regardait avec un pur dédain. L'image du pauvre mari harcelé était morte. À sa place siégeait un tyran. Lorsque le juge a annoncé une suspension de séance de 30 minutes pour examiner les nouvelles preuves, la tension dans le couloir était assez épaisse pour s'y étouffer. Je suis sorti chercher de l'eau, le service de sécurité d'Arlon restant à proximité. Près de la fontaine à eau, j'ai trouvé Vivien. Elle se tenait seule. Les autres membres de la haute société qui l'entouraient habituellement s'étaient volatilisés, sentant les retombées radioactives de l'éclat de Grant. Vivien m'a vu et s'est raidie. Elle a ajusté son écharpe en soie, essayant de retrouver son ancienne arrogance, mais ses mains tremblaient. « J'espère que tu es contente », a-t-elle sifflé, bien que sa voix manque de son mordant habituel. « Tu l'as détruit. Tu nous as tous humiliés. » Je l'ai regardé. Je n'éprouvais plus la peur que je ressentais autrefois. Je ne ressentais plus le besoin désespéré de son approbation. J'éprouvais une étrange pitié creuse. « Je ne l'ai pas détruit, Vivien », ai-je dit calmement. La vérité l'a détruit. J'ai simplement allumé la lumière. Vivien s'est approché, ses yeux se rétrécissant. Nous t'avons accueilli. Nous t'avons donné une vie que tu n'aurais jamais pu t'offrir, et tu t'es retourné contre nous comme un serpent. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'avais une question que je voulais poser depuis 5 ans. Dites-moi, Vivien, ai-je dit, ma voix basse et assurée. M'avez-vous détesté parce que j'étais pauvre ? Ou m'avez-vous détesté parce que je refusais de m'agenouiller ? La bouche de Vivien s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Elle avait l'air d'avoir reçu une gifle. La vérité était qu'elle me détestait parce que j'étais réel, et que tout dans sa vie était une invention. Elle a tourné les talons et s'est éloignée, ses talons claquant une retraite le long du couloir de marbre. Je suis retourné dans la salle d'audience. Arlon était assis au dernier rang, comme il l'avait été toute la matinée. Il n'avait pas dit un mot, il n'avait pas témoigné. Mais sa présence était un poids physique dans la pièce. Chaque fois que Grant regardait en arrière, il voyait le vieil homme le surveiller, une sentinelle silencieuse veillant à ce que justice soit rendue. Je me suis assise à côté de Reynolds. Mon cœur battait la chamade. Nous étions en train de gagner, je pouvais le sentir, mais il restait un nœud d'anxiété dans mon estomac. Arlon avait dit, j'étais la pièce manquante d'une promesse. Il avait dit, elle est à moi, sur le perron. Mais il n'avait jamais fini sa phrase. Il n'avait jamais expliqué pourquoi un investisseur milliardaire connaissait le nom de jeune fille de ma mère. Le juge est revenu sur le siège. Il paraissait grave. Il tenait une épaisse enveloppe Kraft dans ses mains, scellée par un ruban rouge. Avant de procéder à la décision sur le gel des avoirs, a annoncé le juge, ses yeux balayant la salle, le tribunal a reçu une motion de l'équipe juridique de M. Wexley concernant une question d'identité et d'héritage légitime. Les avocats de Grant semblaient confus. Ils se chuchotaient entre eux, cela ne faisait pas partie de l'affaire de divorce. Le juge a brandi l'enveloppe. Ce document contient un certificat de naissance certifié et un avenant à une fiducie scellé datant d'il y a 34 ans. En raison de la nature sensible du contenu et de l'impact potentiel sur la division des avoirs spécifiquement concernant la source initiale des fonds utilisés pour l'achat de la maison conjugale, j'ordonne que ce document reste scellé jusqu'à l'audience finale de condamnation demain matin. Il m'a regardé directement, puis a regardé Arlon au fond de la pièce. Cependant, a continué le juge, que le procès-verbal montre que le contenu de cette enveloppe modifie fondamentalement le contexte de cette affaire. Nous n'avons plus affaire à un simple divorce. Nous avons affaire à la spoliation d'un bénéficiaire. Grant m'a regardé, ses yeux écarquillés par la confusion et une nouvelle terreur rampante. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans l'enveloppe. J'ai regardé Arlon. Il m'a adressé un petit signe de tête imperceptible. Je ne savais pas exactement ce qu'il y avait dans l'enveloppe non plus. Mais alors que l'huissier demandait l'ajournement du tribunal jusqu'au matin, je savais une chose avec certitude, le secret qu'Arlon Wexley avait transporté jusque dans mon allée était sur le point de tout changer. Et Grant Caldwell n'allait pas seulement perdre une femme, il était sur le point de réaliser qu'il s'était attaqué à un héritage qu'il ne pouvait même pas concevoir. L'atmosphère dans la salle d'audience le lendemain matin était fragile, l'air chargé d'une anticipation presque physique. Les bancs du public étaient pleins. Le bruit s'était répandu pendant la nuit, non seulement sur le scandale du divorce, mais aussi sur le mystérieux milliardaire assis au dernier rang. Grant était à la table de la défense, son costume parfaitement repassé, mais ses yeux étaient injectés de sang.
Il ressemblait à un homme retenant sa respiration sous l'eau, attendant que ses poumons éclatent. Vivien était assise derrière lui, raide et pâle, serrant son sac comme s'il contenait les derniers vestiges de sa dignité. Le juge Sullivan est entré dans la pièce, sa robe noire flottant. Il s'est assis et a placé l'enveloppe Kraft sur le bureau devant lui. Le bruit du papier se déchirant lorsqu'il a brisé le seau rouge a résonné dans la salle silencieuse comme un coup de tonnerre. Il a sorti un seul document ancien et un certificat de naissance certifié plus récent. Il les a lus en silence pendant une longue minute, son expression illisible. Puis il a levé les yeux. Il a regardé Grant. Puis il m'a regardé. Et enfin, il a regardé Arlon Wexley. Monsieur Wexley, a dit le juge, sa voix respectueuse mais exigeante. Le tribunal reconnaît la validité de ces documents. Cependant, dans l'intérêt du procès-verbal et de la clarté de ces procédures, je dois vous demander de déclarer votre lien avec la plaignante, Madame Callie Carter. Arlon s'est levé. Il n'a pas eu besoin de sa canne cette fois. Il se tenait droit, sa présence remplissant la pièce, jetant une ombre sur les petits hommes mesquins qui avaient essayé de me détruire. Il a regardé Grant directement, s'assurant que mon futur ex-mari entende chaque syllabe. Il a terminé la phrase qu'il avait commencée sur mon perron 5 nuits plus tôt. Elle est ma fille, a dit Arlon. Les mots ont frappé la pièce avec la force d'un coup physique. Un halètement collectif a parcouru l'assistance. La tête de Grant a basculé en arrière comme s'il avait reçu un coup de poing. Il a fixé Arlon, puis moi, sa bouche s'ouvrant et se fermant dans une dénégation silencieuse. Vivien a laissé échapper un petit cri étouffé et a pressé une main contre sa bouche. Elle est ma fille, a répété Arlon, sa voix ferme, et l'héritière légitime de la fiducie Wexley, un héritage que sa mère a choisi de laisser derrière elle il y a 34 ans. Le silence qui a suivi était absolu. J'étais assise là, les larmes me brûlant les yeux, pas de tristesse, mais par sentiment d'accomplissement. J'avais grandi en pensant que j'étais seul au monde après la mort de ma mère. J'avais toléré les abus des Caldwell parce que je pensais n'avoir aucune autre famille. J'ignorais son existence jusqu'à il y a 6 mois, a continué Arlon, s'adressant à la salle silencieuse. Sa mère, Evelyn, et moi. Nous étions jeunes. Nous étions fiers. Nous avons eu un malentendu que l'orgueil a refusé de nous laisser réparer. Evelyn est partie. Elle a changé de nom. Elle voulait élever son enfant loin du poids de mon monde. Elle voulait la paix. Il m'a regardé, ses yeux s'adoucissant. J'ai respecté son silence, même dans la mort. Mais quand mon équipe a signalé une série de transferts suspects ciblant une femme portant son nom de jeune fille dans cette ville, j'ai regardé de plus près. J'ai réalisé que si sa mère voulait la paix, sa fille était soumise à une guerre. Je ne suis pas venu ici pour l'acheter ou pour la posséder. Je suis venu ici pour empêcher un voleur de dépouiller mon enfant. Grant tremblait maintenant. Les couleurs avaient totalement quitté son visage. Il réalisait l'ampleur de son erreur. Il ne s'était pas contenté de frauder une fille d'une petite ville sans relation, il avait fraudé la fille de l'un des hommes les plus puissants du pays. Il s'était attaqué à un titan. Le juge a tourné son regard vers Grant. C'était un regard de pur et froid jugement. M. Caldwell, a dit le juge, à la lumière de cette révélation et des preuves médico-légales présentées hier concernant la coercition et les registres de transfert falsifiés, le tribunal prend des mesures immédiates. Il a pris son marteau. Les avoirs transférés des comptes joints sont par la présente gelés. L'acte de renonciation à la propriété d'Ashford Lane est déclaré nul pour cause de contrainte et de fraude. De plus, compte tenu de l'ampleur du vol et de l'utilisation des fonds des investisseurs pour couvrir des dettes personnelles, je renvoie cette affaire au procureur de district pour des poursuites pénales immédiates. Pénales, s'est étouffé Grant en se levant. Non, attendez. C'est une affaire civile. Nous pouvons nous arranger. Je peux rembourser. On ne s'arrange pas avec un crime, monsieur Caldwell, a répondu le juge. Les portes au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. 2 agents en uniforme sont entrés, le cliquetis des menottes déchirant la tension. Ils ne venaient pas pour discuter, ils ont marché droit vers la table de la défense. Grant a paniqué. Il a regardé autour de lui avec effroi. Vivien, appelle le maire. Fais quelque chose. Vivien s'est levé, son visage étant un masque de désespoir. Je vous en prie, votre honneur. Mon fils est un membre respecté de cette communauté. Vous ne pouvez pas l'arrêter comme un vulgaire criminel. Pensez au nom de notre famille.
Le juge ne l'a même pas regardé. Les preuves suggèrent que le nom de la famille a servi de bouclier à des vols qualifiés depuis un certain temps. Madame Caldwell, asseyez-vous. Les agents ont atteint Grant. Il a essayé de se dégager, mais ils ont été efficaces. Ils l'ont fait pivoter, ont ramené ses bras derrière son dos, et le clic métallique des menottes a marqué la fin du règne de Grant Caldwell. Je l'ai regardé. J'ai regardé l'homme qui m'avait traîné sur le sol. L'homme qui m'avait traité d'inutile. L'homme qui m'avait jeté dans le froid. Il paraissait petit. Il paraissait pathétique. Ce n'était plus un monstre, c'était juste un homme cupide qui avait parié contre la mauvaise femme. Alors qu'on l'emmenait, il a jeté un regard vers moi. Ses yeux étaient écarquillés par la peur. « Callie, je t'en prie » a-t-il supplié, sa voix se brisant. « Dis-leur que c'était une erreur. Je suis ton mari. » Je me suis levé. J'ai lissé le devant de mon blazer cramoisi. Je l'ai regardé dans les yeux, et pour la première fois, je l'ai vu clairement. « Tu n'es pas mon mari, Grant, » ai-je dit, ma voix claire et portant dans tous les coins de la pièce. « Tu es juste une leçon que j'ai dû apprendre. » Ils l'ont fait sortir par la porte latérale. Vivien s'est effondré sur le banc, sanglotant dans ses mains, mais personne n'a bougé pour la consoler, ni les membres de la haute société, ni les amis, ni les gens qu'elle avait tant essayé d'impressionner. Ils ont tous détourné le regard. L'isolement qu'elle avait essayé de m'imposer venait maintenant de l'atteindre. Je suis sorti de la salle d'audience sous la lumière éclatante du soleil sur les marches du palais de justice. L'air avait un goût différent. Il avait un goût de propre. Il avait un goût de liberté. Arlon m'attendait près de la voiture. Il n'a pas essayé de me serrer dans ses bras ou de me revendiquer. Il se tenait simplement là, appuyé sur sa canne, m'offrant le respect de l'espace. « C'est terminé » a-t-il dit. J'ai hoché la tête. « C'est terminé. » Il m'a regardé, étudiant mon visage. Les avocats s'occupent du reste. Grant ira en prison. La maison est à nouveau à toi, si tu la veux. L'argent est à toi. J'ai regardé la ville de Cedar Ridge. J'ai regardé les rues où je m'étais senti si petite pendant si longtemps. Je ne veux pas de la maison, ai-je dit. Vendez-la. Donnez l'argent à la bibliothèque où ma mère travaillait. Arlon a souri, un sourire sincère et chaleureux qui a atteint ses yeux. Bien parlé, comme la fille d'Evelyne. Il m'a ouvert la portière de la voiture, mais il ne m'a pas fait signe de monter immédiatement. Il a fait une pause. Alors, a-t-il demandé, tu as l'argent. Tu as la vérité. Tu as un père, si tu en veux un. Que veux-tu maintenant, Callie? J'ai levé les yeux vers le ciel. Il était d'un bleu brillant et infini. J'ai pris une profonde inspiration, sentant mes poumons se dilater sans le poids de la peur pour la première fois en 5 ans. Je veux une vie où je n'ai pas à demander la permission d'exister, ai-je dit. Arlon a hoché la tête. Alors, allons la chercher. Je suis monté dans la voiture non pas comme une victime, ni comme une épouse, ni même seulement comme une fille. Je suis monté en tant que Callie Carter, une femme qui avait traversé le feu et en était ressortie portant le flambeau. Le moteur a démarré et nous nous sommes éloignés du palais de justice, laissant les décombres du passé dans le rétroviseur, là où était leur place. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais beaucoup savoir d'où vous nous écoutez aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous avec votre emplacement et partageons nos pensées sur le parcours de Callie.